Très chers amis, bonjour et bienvenue sur la saga des jeux, c'est Axel et aujourd'hui on va un peu parler Marvel et décortiquer la bonne nouvelle que FFG vient de poster sur son site, autrement dit l'arrivée d'un nouveau héros. Alors on va garder la tête froide le temps de décortiquer son set et de l'analyser puisque en fait à une carte près il est déjà complet. Et donc ce nouveau héros, c'est Bobby Drake, alias Iceman. Alors je ne vais pas vous traduire l'entièreté ici, je vais juste vous montrer voilà ce qui a été posté. Bobby Drake, Iceman, on voit qu'il arrive avec l'aspect agression, pourquoi pas. Et on voit aussi qu'on va à nouveau repartir sur des sets modulaires de rencontres. Donc ici ce n'est pas Sanemesis, c'est bien Sauron qui sera jouable avec lequel vous pourrez agrémenter n'importe quel autre set de méchants. Alors autre info intéressante que l'on peut retrouver ici, voilà, c'est il arrivera normalement en mai, sachant que la boîte Age of Apocalypse arrive en mars, lui arrive donc 2 mois après et vraisemblablement, comme FFG a pris le pli de le faire maintenant, ce sera avec le héros suivant. Qui dévoileront sûrement bientôt et qu'on découvrira plus tard. Allez, hop, on passe sur Hall of Heroes. Pour ceux qui ne connaissent pas, site super bien fait, avec des gars vraiment motivés qui, à peine les cartes dévoilées, au maximum dans la demi-heure, qui viennent les poster ici pour avoir une vue d'ensemble, ce qui est vachement agréable. Donc un grand merci à eux. N'hésitez pas à les soutenir si jamais. Comme vous pouvez voir ici, Become a Patron. Si vous avez envie de donner un peu d'argent pour les aider, je vous en prie. Alors, on va commencer cette analyse avec Bobby Drake, qui a donc le trait mutant. Donc déjà, coucou toutes les cartes qui bénéficient du trait mutant. Il y en a quand même un bon paquet. L'école de Charles Xavier. Qu'est-ce qu'on a d'autre il y en a un paquet. Je vais pas revenir là-dessus maintenant, mais il y a déjà moyen de comboter avec ce trait-là de façon assez phénoménale. Et donc, 4 de rec, ce qui est un petit peu au-dessus de la moyenne humaine classique. 11 points de vie, ce qui est donc 1 point de vie au-dessus de la moyenne. Taille de main de 6, ce qui est on ne peut plus classique. Bobby Drake commence la partie avec 6 Frostbite. Amélioration Frostbite mise de côté. Donc les Frostbite, ce sont, si on veut traduire littéralement, je pense que c'est engelure. Et en gros, ce sont des attachements qu'on va aller mettre sur les ennemis. On va voir ça tout de suite après. Son pouvoir d'alter ego, cool off, refroidissement, repos, détente, on appelle ça comme on veut. C'est une réponse après avoir changé vers cette forme, donc être repassé en alter ego. Mélanger une Ice Card, une carte glace, une carte Ice de votre pile de défausse dans votre deck pour chaque copie de l'amélioration Frostbite qui est en jeu. Donc on comprend déjà qu'on va avoir envie d'en mettre un maximum en jeu avant de repasser en alter ego pour pouvoir remélanger toutes les cartes Ice qui sont évidemment les cartes de son deck, qui sont comme d'habitude parmi les cartes les plus fortes. Les cartes de héros sont souvent plus fortes. Alors déjà, première chose, qu'est-ce que c'est que cette carte Frostbite? Eh bien la voici. C'est donc un attachement, une amélioration, pardon. Il n'a pas de coût, c'est normal, puisqu'elle n'ira jamais dans votre défausse, dans votre deck. Elle a le trait condition Ice. Elle est permanente. Et donc, attachée à un ennemi, l'ennemi gagne, ou perd plutôt, 1 de manigance et 1 d'attaque. Donc voici un héros, un peu à l'instar de Cyclope, qui va mettre du debuff, de l'affaiblissement donc sur les ennemis. Réponse forcée, après que l'ennemi attaché s'active ou quitte le jeu, remettez cette carte de côté. Donc on voit que contrairement justement à la carte d'amélioration de Cyclope, on va donner -1 à l'ennemi attaché, mais pendant toute sa phase, -1 d'attaque pendant toute sa phase, donc à chaque attaque qu'il va faire contre chaque
Entre chaque joueur allié, on va bénéficier de ce -1 d'attaque. Ici, avec Iceman, on ne va bénéficier que d'une activation où le méchant sera affaibli, où l'ennemi sera affaibli. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas indiqué max 1 par ennemi. Donc on va pouvoir les stacker un maximum, le plus possible, au point que, bon, si on arrive à des -3, -4, c'est presque l'équivalent finalement de lui avoir mis un sonnet ou de lui avoir mis un... j'oublie à chaque fois ce mot, je vais dire un confus, tant pis, un désorienté, voilà. Je ne retombe jamais là-dessus. Donc un désorienté, puisque la moyenne, en gros, en général, c'est 4. Très souvent, les ennemis ont 2, et très souvent, on va tirer comme carte de boost 1, 2. Donc, hors tout bonus attachement que les vilains pourraient avoir, les méchants pourraient avoir, on a une moyenne de 4. Eh bien ici, si on arrive à lui en mettre 3 ou 4 dessus, c'est finalement l'équivalent d'un sonnet ou d'un confus. J'en ai marre de ce mot. C'est quand même désorienté, voilà. Alors, je reviens... Enfin, je reviens pas, je vais sur la face héros. Iceman, 1 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, le trait Ice et X-Men. Donc de nouveau X-Men, hein, avec tous les soutiens qu'on a et toutes les améliorations maintenant qui combattent avec ça. Rien que ce trait en lui-même est déjà assez balèze. Et on voit qu'il a le trait Ice. Et vous allez voir que à peu près toutes ces cartes, à 2 près je pense, ont le trait glace. Donc déjà une carte qui va faire plaisir, qui va venir faire coucou assez vite dans la construction des decks avec lui, ça va être le Team Building Exercise, qui va permettre de payer moins cher des cartes partageant un trait avec le héros. À savoir qu'ici, je pense que, en général, j'en mets souvent un dans les decks. Ici, je pense qu'on pourrait même en mettre 2, voire peut-être même 3. Ce serait pas inintéressant, vu la quantité de cartes qui ont le même trait que notre héros. J'en reviens à Iceman. Il a comme pouvoir Freeze, interruption. Quand Iceman fait une attaque de base ou une défense de base contre un ennemi, attacher une copie d'un Frostbite qui a été mise de côté sur cet ennemi. On sait qu'on en a 6, maximum, hein. Comme on peut voir ici, 1 sur 6, donc on a 6 Frostbite de côté. Donc vraisemblablement, on devrait quand même toujours au moins encore en avoir un pour mettre sur le vilain, sur le méchant. Donc, soit on va l'attaquer et on va lui mettre un affaiblissement, soit qui va rester pendant jusqu'à la prochaine activation du méchant, soit on va se défendre, on va lui mettre en interruption immédiatement un debuff, donc le Frostbite de -1 d'attaque sur lui, et après l'activation du méchant, le Frostbite va partir tout de suite. Moralité, c'est un petit peu comme si on avait 1 de contre, 2 d'attaque et 3 de défense. Ce qui nous rappelle quand même grandement des héros comme Spider-Man Peter Parker ou encore Spider-Gwen alias Spider-Ghost qui a aussi effectivement 1, 2, 3. Alors, carte suivante. Hop. Le Frozen Solid, une amélioration qui coûte 3, qui a le trait Condition et Ice. Donc, comme je l'expliquais, coucou, coucou Team Building Exercise évidemment. Donc, en forme de héros uniquement, attaché à un ennemi. Donc c'est encore une fois une amélioration qu'on peut attacher à un ennemi, plus les Frostbite. Donc on voit que Iceman se dessine quand même comme un très bon ami de Cyclope, hein, qui va lui permettre d'utiliser sa visière très facilement. Donc à mon avis, c'est un pairing, ces 2 héros-là, qui va vraiment être costaud. Alors, interruption forcée. Quand l'ennemi attaché devrait s'activer, défausser Frozen Solid à la place, c'est ça qui est intéressant. Ensuite, attacher un Frostbite mis de côté sur cet ennemi. Ça nous fait évidemment fortement penser à Webdub de Spider-Man, à ceci près qu'ici, bon, déjà ça coûte 4, et en gros on va empêcher uniquement une attaque, pas une activation.
Ensuite, on va lui mettre un sonnet, ce qui, à mon sens, avec les ennemis qui n'ont ni solide ni robuste, est plus fort. L'avantage du Frostbite, c'est qu'il bypass finalement les solides et robustes. Oui, c'est bien ça, solide et robuste, vu qu'il va mettre un attachement qui ne tient pas compte de ce pouvoir-là. Mais par contre, c'est juste un petit debuff de -1. Donc voilà, il y a à boire et à manger. Ça nous rappelle évidemment également cette carte-ci, de Shadowcat, qui ne coûtait déjà que 3, donc qui était déjà à mon sens un peu meilleur. Pour le reste, c'est la même chose, ça empêche une attaque. Par contre, ici, on désorientait l'ennemi. Donc de nouveau, plus fort contre les ennemis qui n'ont ni robuste ni solide. Par contre, moins fort que la nouvelle carte d'Iceman contre ces mêmes ennemis. Donc de nouveau, à boire et à manger. Cela dit, je la trouve quand même très costaude. Une autre chose qui est bien pratique, avec le trait Ice que l'on a ici, de nouveau, si on veut la jouer avec le Team Building Exercise, il est possible de la jouer pendant le tour, pendant l'activation de nos joueurs alliés. Donc moralité, si un joueur allié a par exemple la nouvelle carte Taunt, je ne sais plus la traduction en français, mais en gros la carte qui demande à un méchant, un ennemi de l'attaquer et ensuite en échange qui va lui permettre de piocher des cartes, eh bien on va pouvoir bloquer cette activation avant qu'il ne joue sa carte pour piocher des cartes. Donc, ce qui en plus permettra déjà de lui donner éventuellement un -1 grâce à un trou de mémoire, un Frostbite, voilà. Ce qui, lors de notre activation, sera peut-être un bonus qu'il l'est déjà pour l'une ou l'autre carte. On va voir ça tout de suite. Donc voilà pour le Frozen Solide. Je pense enfin non, je suis sûr et certain qu'il y en aura 2 dans son set. Ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, carte suivante, Ice Wall, qui est un soutien qui coûte 4. À nouveau, le trait glace. Donc, ça paraît très cher, mais on va pouvoir éventuellement réduire son coût. Interruption forcée, quand une identité, donc l'identité c'est la carte héros ou alter ego de n'importe quel joueur à table, devrait prendre un certain nombre de dégâts d'une attaque ennemie, placer les dommages ici à la place, puis s'il y a au moins 8 dommages ici, donc sur cette carte, défausser cette carte et attacher une copie de Frostbite mis de côté sur cet ennemi, sur l'ennemi qui vient d'attaquer. Alors ça peut paraître très cher, mais 8 c'est quand même énorme. Potentiellement, ça va bloquer minimum 2 attaques, gros minimum. Donc c'est un petit peu l'équivalent de mettre 2 sonnets quelque part sur un ennemi, à ceci près que de nouveau ça bypass justement les solides et les robustes. Donc moi je trouve ça assez costaud. Et maintenant avec un petit peu de chance on va pouvoir bloquer beaucoup plus. Imaginons que je me fasse attaquer en premier par le vilain qui va me faire entre 4 et 5 de dégâts. Je les mets ici. Ensuite j'ai un sbire qui m'a engagé, qui m'attaque. Je vais prendre 2 dégâts supplémentaires, il y a 7 de dégâts sur la carte. Et ensuite l'activation du méchant contre mon joueur allié, et qui va lui faire, admettons, une grosse attaque de 7 de dégâts. Eh bien on va placer l'entièreté des 7 ici, donc on va dépasser finalement de 6. On va vérifier la condition, on voit qu'on dépasse 8 de dégâts sur la carte, on la défausse. En attendant, l'attaque, elle est perdue, elle a été prévenue. Donc ça me paraît super fort et ça protège toute la table. Alors il y a un petit parallèle avec une carte que voici, le générateur de champ de force, qui fonctionne un petit peu de la même façon, qui coûte un petit peu moins cher, sauf qu'ici on mettait 6 compteurs énergie sur l'amélioration, c'est ça, sur l'amélioration énergie de force, champ de force, pardon. Générateur de champ de force, je vais y arriver. C'est également une interruption forcée, donc ça aussi c'est intéressant de se rendre compte. On n'a pas le choix de les mettre dessus, on doit le faire.
Donc quand vous, c'est pas toute la table, c'est uniquement pour vous, quand vous devriez prendre un certain nombre de dommages, retirer un certain nombre de compteurs de l'amélioration à la place, et ensuite prévenez un dégât par compteur qui a été retiré. Donc déjà on voit qu'ici on ne peut pas dépasser, donc ça coûte peut-être un de moins, mais ce n'est que pour nous, et on ne peut pas dépasser le nombre de dégâts prévus par la carte. Donc ici, on ne pourra prévenir finalement que 6 dégâts max. Par contre, autre petite chose intéressante, comme le timing est le même, admettons que le joueur d'Iceman ait les 2 cartes sur table, il va pouvoir décider de quelle interruption déclencher en premier. Et donc s'il voit qu'il prend par exemple, je ne sais pas moi, 6 de dégâts du méchant et qu'il a avec lui un sbire qui va lui faire 2 de dégâts, et qu'il n'a pas envie de perdre finalement la protection qu'il pourrait donner à son allié, il va probablement, enfin une façon de le jouer, ce serait de prendre les 6 premiers dégâts sur Iceman, sur le Ice Wall. Ensuite, il préviendrait les 2 dégâts, puisqu'il a le choix de celui qui va faire en premier, il va prévenir 2 dégâts du sbire sur le Force Field Generator. Et ensuite, quand l'allié, le joueur allié va se faire attaquer, là on va pouvoir mettre l'entièreté des dégâts de l'attaque sur le Ice Wall et donc prévenir probablement bien plus que les 2 dégâts potentiels qui restaient, mais admettons si c'est une attaque de 5 ou 6, on va prévenir 3 à 4 en plus. Donc voilà, très intéressant je trouve. Évidemment, un coût un peu prohibitif, c'est toujours ça le problème. Les cartes coûtant 4, finalement, sont presque les seules cartes qu'on va jouer du tour. Donc, voilà. Une fois qu'on aura un maximum de générateurs de ressources pour le jouer plus facilement, je pense qu'on n'hésitera pas un instant, on la mettra sur table. C'est presque l'équivalent d'avoir un héros supplémentaire qui vient faire bouclier et prendre les dégâts à notre place. Pas, vu le nombre de points qui seraient redirigés, qui seraient prévenus. Par contre, en début de partie, c'est vrai qu'il faut avoir le timing pour le mettre. Alors, carte suivante, Arctic Attack. De nouveau, carte très intéressante, et première carte aussi qui va un petit peu interagir justement avec les Frostbite. Donc c'est une carte événement qui coûte 2, qui a le trait attaque, glace et super pouvoir. Donc là déjà j'ai envie de dire coucou certaines cartes de réduction de coûts comme prouesse martiale. Qu'est-ce qu'on avait d'autre d'intéressant? Fatalement on a encore Team Building Exercise et puis on a aussi intense concentration. Donc cette carte-ci pourrait finalement ne rien coûter du tout de notre main pour la jouer. Alors une fois qu'on la joue, action de héros, c'est une attaque, choisissez infliger 4 dégâts à un ennemi et attachez-lui un Frostbite qui a été mis de côté. Deuxième possibilité, infliger 6 dommages à l'ennemi qui a un Frostbite attaché. Donc potentiellement 6 dégâts pour 2, on est largement au-dessus de la curve qui veut que normalement ce soit 2 dégâts pour 4, je dirais en moyenne. On a les cartes les plus basses avec 2 pour 3 comme le Haymaker. Enfin bon, je vais pas toutes les faire, mais en gros, 6 pour 2, c'est énorme. 4 pour 2, c'est la moyenne, sauf qu'on a un petit bonus. Donc cette carte me paraît très bonne. Chose intéressante, je trouve aussi, c'est que tout de suite, on remarque que partir, enfin en tout cas c'est le sentiment que moi j'ai, partir en rush avec ce personnage-là, en agression, sera peut-être pas une mauvaise idée, parce que 2 d'attaque, placer un Frostbite sur l'ennemi, ensuite venir payer 2 pour faire 6 de dégâts, comme ça, sans aucune préparation, au tour 1, on est déjà capable de lui infliger 8 de dégâts, voire si on en a 2 en main, normalement on a 6 cartes au départ, donc on sait en jouer 2. Dès le départ, on est capable de passer très souvent sur la face 2 du vilain, du coup, puisqu'on va pouvoir faire 14 de dégâts. On en a en tout cas déjà très proche. Donc, passer la première phase de l'ennemi comme ça, tour 1, c'est quand même pas donné à tous les héros. Ça me paraît assez costaud. Donc voilà, mais on va voir qu'il n'y a pas que ça qui lui permet de rusher. Alors, carte suivante, encore un événement qui coûte 3.
L'Ice Blast, qui a de nouveau le trait Ice et Super Power. Donc au niveau de la réduction des coûts, il y a moyen de se gâter. Action de héros, choisissez un joueur, attachez des copies de Frostbite qui étaient mises de côté sur le vilain et chaque sbire engagé avec ce joueur. Ensuite infligez 3 de dommages à chaque ennemi qui a une copie de Frostbite attachée. Donc potentiellement, puisqu'on a 6 Frostbite, 3 x 6, 18, potentiellement cette carte peut faire 18 de dégâts. Je crois pas que ça arrivera très souvent, mais enfin on ne sait jamais. Mais bon, on voit qu'on est dans l'archétype des cartes à dégâts de zone, qui ne sont donc pas des attaques. Donc on ne prend pas les ripostes, ça c'est déjà pas mal. Qui très souvent coûtent 3 et vont faire des tranches de 3 de dégâts à plusieurs ennemis. Et souvent qui ont un petit bonus quand on la joue bien. Donc par exemple, le Thunderclap de Hulk, qui coûte 3, qui va faire 3 de dégâts, qui n'est pas une attaque. Et ici, avec lui, on devait choisir 3 ennemis différents, donc vraiment la liberté de choisir les ennemis. Ça, c'était le petit bonus que lui, il avait. Par contre, on pouvait faire maximum 9 de dégâts. Le Scorched Earth, terre brûlée, si je me rappelle bien, qui de nouveau coûte 3 et va faire 3 de dégâts à chaque ennemi ici en jeu. Donc on voit que c'est bien plus violent, surtout en multi. Par contre, le coup est bien plus violent aussi, puisqu'il faut dépenser 3 compteurs de munitions. Rappelons-nous que quand il arrive en héros, il en a 5 automatiquement qui sont déposés sur lui, et que la plupart de ses cartes dépendent de ses compteurs munitions. Donc ça l'oblige presque à revenir en alter ego immédiatement après. Donc potentiellement, quand on joue en solo, c'est beaucoup moins fort, puisque ça va l'obliger à revenir en alter ego tout de suite presque. Par contre, quand on joue en multi, ça peut faire littéralement bien plus que 18 de dommages, de dégâts, si les circonstances s'y prêtent. On avait également le Blast of Wind, hein, donc là j'en montre plusieurs, mais c'est pour bien montrer le parallèle avec la nouvelle carte. Donc de nouveau un événement qui coûte 3, qui est de nouveau un super pouvoir, qui est de nouveau une carte qui va faire des 3 de dommages à plusieurs ennemis sans que ce soit pour autant une attaque. Et donc ici on faisait 3 de dégâts au vilain et à chaque sbire engagé avec le joueur qu'on a sélectionné. Et le petit bonus c'était que voilà, si on a la bonne carte de météo, j'ai oublié le terme exact, mais weather, qui était en jeu, on déclenchait son spécial. Donc voilà, j'en reviens à Iceman. Donc on voit qu'on est bien dans l'archétype des dégâts de zone un petit peu classique, mais qui colle avec la mécanique du personnage. L'Ice Blast, je ne me souviens plus. On va aller voir tout de suite, je pense qu'il y en aura 2 ou 3. C'est une des seules cartes sur lesquelles j'ai une petite hésitation, mais ça on en reparlera après. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, on commence les cartes d'amélioration, mais cette fois-ci de notre héros. Donc le cryokinétique Perception, oh yeah, qui est un super power, hein, n'est-ce pas? Réponse de héros, après que vous ayez résolu votre capacité freeze, donc pour rappel, celle du héros qui dit que quand il attaque ou quand il défend, il peut placer un Frostbite qui était mis de côté. Vous pouvez donc incliner cette carte et piocher ensuite une carte. Si cette carte a le trait glace, vous pouvez redresser Iceman. Donc déjà une amélioration qui pour 2 permet de piocher des cartes, j'ai envie de dire, pour ainsi dire à chaque tour, parce qu'on n'a pas vraiment envie, vu son niveau de contre, qui n'est que de 1, de contrer avec ce personnage-là. D'ailleurs, j'en profite pour faire la petite parenthèse, on remarque que pour l'instant il est assez pauvre en contre, puisqu'il n'a qu'un de contre, on n'a encore vu aucune carte de contre dans son set. Donc pour l'instant, ça fait un petit peu peur en solo, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc, cette carte est juste overpétée, à mon sens, puisque pour 2, on va avoir une carte en plus par tour, ce qui est très fort. Et en plus, on va potentiellement avoir l'occasion de se redresser.
Et je pense que quand on va faire les tours de notre deck, quand on vient de remélanger notre deck, fatalement la proportion de cartes glace va être un peu plus faible, puisque je pense très sincèrement qu'il va y en avoir 13 dans son set. Donc à peu près une chance sur 3 de pouvoir redresser Iceman. Par contre, comme on va recycler ces cartes au moyen de sa compétence que l'on retrouve sur son alter ego, le Cool Off, cette compétence qui dit que quand on revient en alter ego, pardon, on va pouvoir remélanger une carte glace par Frostbite en jeu. On va donc pouvoir réaugmenter considérablement la proportion de cartes glace dans ce qui va nous rester à piocher. Et donc, clairement, on va avoir beaucoup plus d'opportunités de le redresser à chaque fois qu'on va utiliser la compétence de cette carte-ci de Cryokinetic Perception. Alors, je vais passer Snow Clone pour l'instant. Je vais aller immédiatement au Ice Slide, qui est donc une amélioration, qui coûte 2, qui a le trait glace et super pouvoir. Donc de nouveau au niveau des réductions de coûts, on est bien. Iceman reçoit plus 1 de contre. Ça peut toujours servir, même si à mon sens avec ce personnage-là c'est peut-être un petit peu anecdotique. Et surtout plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Et gagne le trait aérien. Ça, j'ai pas encore analysé la chose. Est-ce qu'il y a des cartes qui nécessitent le trait aérien et qui seront intéressantes avec lui? Ça, on verra plus tard. On verra à l'essai, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être là. C'est toujours ça. Ça ouvre quand même des possibilités de build, qui sait. Comme par exemple la carte Ever Vigilant en protection, qui permet de contrer justement sur la manigance principale et redresser notre héros. Donc pour lui qui est assez faible de base en contre et qui va aimer se redresser, pour mettre un maximum de Frostbite derrière, pourquoi pas. Alors réponse forcée, et là petit clin d'œil à Hulk, après que vous ayez changé vers la forme d'Alter Ego, mélangez cette carte dans votre deck. Donc on retrouve un petit peu l'envie de faire plus fluff, comme on avait eu avec la carte, je pense, pas celle-ci, où elle est. Voilà, avec la rage déchaînée, je pense, quelque chose comme ça. Donc on voit que les bonus, effectivement, sont déjà plus faibles ici, puisqu'il n'y a que plus 1 d'attaque, là où on avait, comme je vous ai montré il y a 2 secondes, plus 1 de contre, d'attaque, de défense et le trait aérien. Donc déjà ça. Et avec Hulk, la réponse forcée, c'était, après avoir changé de forme, défausser cette carte. Donc défausser cette carte, ça veut dire qu'il faut déjà recycler complètement son deck pour avoir l'opportunité de tomber dessus, et pouvoir à nouveau la rejouer pour 1, ça le coup c'était bien, pour bénéficier finalement d'un petit plus 1 d'attaque. Donc au final, on n'a pas si souvent que ça envie de la jouer, parce qu'on n'a pas le tempo, parce que Hulk n'a pas beaucoup de cartes, etc. La preuve que FFG apprend un peu de ses erreurs, à mon sens, ça fait fluff, ça fait sens, je pense, de devoir la remélanger. Mais comme on la remélange, on ne la met pas dans la défausse, on la mélange dans son deck, les possibilités de la repiocher une fois qu'on va repasser en héros et pouvoir la rejouer sont donc bien plus grandes, bien plus rapides surtout, je devrais dire. Et en plus, elle a le trait glace, ce qui, du coup, nous permet de faire comboter avec la carte précédente. C'est la raison pour laquelle j'ai passé les clones avec Cryokinetic Perception, puisque on remet une carte qui a le trait glace dans notre deck. Donc on va passer à nouveau en héros, on va attaquer, on va mettre un Frostbite quelque part, on va piocher une carte, on va tirer probablement une carte qui a le trait glace. Si c'est le Ice Slide, on va pouvoir redresser Iceman, jouer Ice Slide et le rejouer donc avec déjà une attaque qui aura été boostée, voire même, si vraiment c'est nécessaire, un contre de 2. Mais si c'est avec l'attaque qui est boostée, du coup on fait 3 de dégâts et on remet encore un Frostbite quelque part. Ce qui nous assure, imaginons que ce soit sur le méchant, ça nous assure un tour où il a déjà moins 2 d'attaque. C'est une sorte de demi-sonnet en quelque sorte qui, une fois de plus, je le répète, bypass les solides et les robustes. Ça m'a l'air assez costaud. Franchement, le héros m'a l'air assez costaud.
Je vais encore passer Snowclone et continuer avec les upgrades, les améliorations. Donc on a la ceinture de force, Power Belt, amélioration qui coûte 2, qui a le trait Item et Tech. Donc celle-ci par contre, pour les réducteurs de coût, pour la jouer, ça va être un peu plus compliqué. Par contre, bon déjà on voit qu'on a le trait Tech. Dans certains builds bien particuliers, ça peut toujours être intéressant. Et j'en profite pour faire la parenté que les items, les objets, je trouve qu'il y en a de plus en plus qui sont quand même assez intéressants à aller chercher immédiatement dans le deck pour se mettre en place plus vite. Et donc, clink clink, petit clin d'œil FFG, même si j'essaye de garder la tête froide. Ce serait bien de nous mettre, hein, puisque dans les cycles actuels, c'est le genre de carte qui arrive, de nous mettre, ben, je sais pas moi, une petite manigance annexe neutre de joueurs qui permettrait d'aller rechercher un item de quelque aspect que ce soit, ou même de héros, de set de héros, coûtant maximum 3, et de le mettre directement en jeu. Vu la quantité d'objets maintenant qui sont devenus vraiment intéressants, j'ai envie de dire pourquoi pas quand on joue en multi que chacun puisse immédiatement se mettre en place comme ça n'existe pas encore, et ce serait intéressant. Bon, je repasse sur le Power Belt. On voit donc que pour 2, on va se donner plus 3 points de vie. Alors si on compare à d'autres cartes du même acabit, dont je n'ai pas été chercher les images, mais je vais les citer, ce sera plus simple. Donc par exemple Aragorn chez Valkyrie, qui lui donne plus 4 de vie et aérien pour un coût de 2. Voilà, on peut faire un petit parallèle. Ou alors encore le casque de Thor, qui pour finalement 2, va simplement lui donner plus 5 points de vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le même genre? Oui, ben on a aussi tout simplement encore la carte d'Iron Man, hein, dans le core set, qui là on va payer 3 pour lui donner 6 points de vie. Donc voilà un petit peu, ça donne une idée de la curve de coût pour se donner des points de vie. Par exemple, en payant seulement 1 point avec la carte neutre, pour un coût de 1, on peut se donner, si je me rappelle bien, plus 3 points de vie aussi. Donc voilà. Donc là, on est un petit peu au-dessus de la curve en termes de coût. Par contre, et ça c'est la cherry on the cake, on the frost cake, j'ai envie de dire, ressources de héros, incliner le power belt, générer une ressource wild, libre, pour une carte ice, pour une carte glace. Donc, on a et les 3 et les plus 3 points de vie et un générateur de ressources qui en gros va permettre de jouer, je pense, 13 cartes sur 15 du set d'Iceman. Donc là, franchement, quand on la joue. C'est à l'instar de Cryokinetic Perception, ces deux cartes-là, une fois qu'on les a mises en place, la sortie du deck va méchamment s'accélérer. Parce que d'accord, le coup, on aura 2 cartes comme ici qui coûtent 3, une carte comme celle-ci qui coûte 4, on en aura 4, on en aura 2 à 3 comme ici qui coûtent 3. Donc on voit que les coûts sont quand même, voilà, c'est pas le personnage le moins cher. Mais une fois ces 2 cartes-là jouées, ben on est bien. La sortie se fera déjà beaucoup plus vite. Alors, je passe enfin sur les Snow Clones. Je dis les parce que, je vais vous expliquer pourquoi après, mais je suis certain qu'on aura 2 fois le même. Donc déjà, un allié qui n'est pas unique, qui coûte 2. Une fois de plus, qui ne contre pas. Donc, Iceman est le contre. Voilà, maintenant je pense que c'est assez fluff parce que c'est un personnage qui, ben justement, il a beau contrôler et générer du froid, c'est un peu une tête brûlée justement. Donc c'est pas vraiment lui qui va servir de leader, je pense, en tout cas dans le fluff, à l'équipe. Encore que je pense qu'il a été un des leaders par la suite de X Factor, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, j'ai lu tout ça il y a très longtemps, je ne me rappelle pas très bien. Mais en gros, on voit que le héros ici, il va pas vraiment être pourvu en contre. Par contre, un coup de 2 pour 2 points de vie, pour une attaque de 2 avec un petit bonus qu'on va lire tout de suite, qui a le trait glace, qui a le trait X-Men, potentiellement il y a moyen de le jouer vraiment facilement. Une fois de plus, avec les cartes telles que Team Building Exercise et les cartes qu'on vient de décrire juste avant comme le Power Belt, il pourrait coûter 0. Il ne peut pas avoir d'upgrade, donc d'amélioration attachée.
et ce afin de ne pas en faire un Voltron comme par exemple Black Cat de Spider-Man, même si à mon sens on reste un petit peu dans la même logique où on a envie d'avoir un personnage qui a une haute défense, il va se défendre beaucoup, son attaque, voilà, il va peut-être pas pouvoir l'utiliser à chaque fois, même s'il a envie de le faire pour mettre des Frostbite, mais voilà, eh bien il est pourvu en attaque pour rusher comme un porc, avec 2 Snow Clones qui ne vont pas prendre de dégâts consécutifs, quand justement il va attaquer un ennemi qui a un attachement Frostbite, une amélioration Frostbite attachée. À mon sens, c'est un petit peu comme si on donnait plus de force. Enfin, c'est une façon un peu simpliste de voir la chose, mais c'est un peu comme si on donnait plus de force à pas Bobby Drake, à Iceman. Pourquoi? Parce que voilà, je vais attaquer pour 2. Je vais mettre un Frostbite. Du coup, je vais pouvoir attaquer avec mon ou mes Snow Clones, qui vont attaquer pour 2, et qui ne vont pas prendre de dégâts consécutifs. Donc c'est un petit peu comme si on lui avait donné plus 2 en force à notre Iceman. Ou plus 4 en force si on a sorti les 2. Fatalement, c'est tellement pété le fait d'avoir ceci et d'en avoir 2, eh bien qu'on n'a pas fait comme ils n'ont pas fait comme Black Cat de Spider-Man, ils ne lui ont tout simplement pas mis l'opportunité de devenir un Voltron, donc d'avoir une tonne d'améliorations attachées pour augmenter ses dégâts. Par contre, les soutiens fonctionnent. Les soutiens qui donnent des points de vie en plus, en commandement, j'ai oublié le nom, mais plus d'un point de vie par allié. Le soutien aussi camp d'entraînement, si je me rappelle bien, qui donne plus 1 d'attaque à chaque allié, ça fonctionne. Donc, il y a moyen de s'amuser. Il y a vraiment moyen de s'amuser énormément. Alors, eh bien voilà, j'ai terminé avec les cartes du set d'Iceman à proprement parler. Je ne vais pas entamer tout de suite les cartes d'agression qui ont été dévoilées, qui seront vendues avec lui. Je vais juste me contenter de vous pointer ici le numéro, je ne sais pas comment on doit appeler ça, le numéro de confection, moi j'appelle ça le numéro d'impression de la carte. On voit que c'est la 12e image en quelque sorte qui a été créée. Et ça va me permettre de vous expliquer ceci. Donc, Bobby Drake Iceman, on voit que les numéros d'impression, c'est un A, un B. Normal, c'est une recto verso. Vu qu'il y a un attachement dans un set, enfin 6 attachements dans un set à part, les Frostbite auront tous le numéro d'impression 2. C'est à chaque fois la même image. On voit que son allié, le Snow Clone, a le numéro d'impression numéro 3. Et le numéro du set, numéro 1. Je reviens ici un instant pour montrer ce que je veux dire. Voilà, on voit que c'est la numéro 1 sur 15, mais on voit ici que c'est la 3e carte à avoir été imprimée. Et le Power Belt, là je ne vais pas remontrer chaque carte à chaque fois, mais on voit que c'est la 3e carte du set, et on voit qu'elle a le numéro d'impression numéro 4. Donc, moralité, on sait, on est sûr et certain qu'on a 2 fois l'allié Snow Clone, avec exactement le même dessin. Enfin, c'est pas toujours exactement le même dessin. On a quelques exceptions près, comme par exemple, si je me rappelle bien, avec Black Panther, où chacun de ces Wakanda Forever a le même numéro, mais on sait que les ressources en dessous sont différentes. Et bah justement, on a la même chose avec le Bishop qui va sortir dans Age of Apocalypse, où ces 3 dernières cartes, à mon sens, seront les ressources doubles. Mais je pense, je suis presque sûr et certain, qu'on aura les 3 types différents de mélange qu'on peut avoir. Donc énergie et force, force et mental et énergie. Voilà. Mais donc ici, revenons à nos moutons glacés. Donc il y aura 2 Snow Clones, un Power Belt, le Cryo Kinetic Perception, comme vous pouvez le voir, il y en a un, Ice Light, il y en a un, Frozen Solid, numéro du set 6, numéro d'impression 7. Le numéro d'impression suivant, c'est le 8 pour le Ice Wall, et qui est en place numéro 8. Donc on est sûr et certain qu'on aura 2 Frozen Solid. Enfin, sûr et certain, pas forcément. Admettons qu'il nous ait mis la carte numéro 8 Ice Wall alors qu'il y a une carte numéro 7 Ice Wall.
Donc à ce moment-là, on pourrait dire on a 2 Ice Wall et un seul Frozen Solid. Mais depuis le début que FFG sort ses previews sur son site, ils n'ont jamais fait ça. Systématiquement, ils ont mis la carte. Quand il y a plusieurs cartes du même type, ils ont à chaque fois mis la première en termes de numéro de set. Donc je pense pas qu'ils vont changer cette habitude. Mais voilà. Ensuite, c'est la carte Arctic Attack numéro 9, numéro d'impression 9. Et on voit que la carte suivante, le Ice Blast, porte le numéro d'impression 10 et à la 11e position dans le set de 15 cartes. Moralité, on sait qu'on aura 2 attaques arctiques. Tout simplement. Ici par contre, comme on n'a pas la carte numéro 11, on sait que Shark Girl sera la numéro 12. Donc on sait déjà qu'il n'y a qu'une seule carte finalement qui n'a pas été dévoilée du set de Iceman. Par contre, on ne sait pas encore la proportion qu'on aura d'Ice Blast et de la carte qui, selon moi, c'est pour ça que j'ai mis contre ici, qui selon moi sera un événement de contre. A priori, ça ne peut plus être que des ressources. Je vois, c'est pas impossible qu'ils en aient mis, hein. Par exemple, une ressource glace qui dit que au moment où on l'utilise, par Frostbite en jeu, on retire une manigance de n'importe quelle une menace de n'importe quelle manigance, pardon, bah voilà, ça, pourquoi pas, il pourrait le faire. Vu que le coût des cartes est quand même assez haut, bah, admettons, ce serait envisageable, mais je pense pas. Je pense que ce sera plutôt un événement classique de contre qui va coûter probablement 2 et qui va retirer 2 ou 3 de contre de façon classique, plus peut-être un par Frostbite en jeu. Voilà, c'est les choses que j'imagine bien FFG sortir. J'ai envie de dire par expérience maintenant, mais enfin, ne nous avançons pas, on verra bien. Par contre, donc, ce que je voulais dire, c'est que les Ice Blast, à mon avis, on en aura 2, et puis on aura 3 cartes de contre, vu comment il est faiblement pourvu en contre, ce serait quand même bien qu'il en ait au moins 3. Maintenant, c'est pas impossible que FFG ait vraiment pris le parti de dire voilà un héros nul en contre, il n'en a que 2, et on a 3 Ice Blast, qui est quand même bien costaud comme carte aussi, donc pourquoi pas. Ce serait plutôt un héros à ce moment-là dédié vraiment de base au rush, mais ça, on verra bien toutes les constructions possibles lorsqu'il sortira. Alors maintenant je vais enchaîner sur les cartes qui me hype quand même assez bien, hein. Donc on a la première carte dévoilée, Shark Girl, un allié qui coûte 2, donc déjà les alliés qui coûtent peu cher, moi j'aime toujours bien. De nouveau 0 en contre, donc on voit que clairement le deck préconstruit, il n'est pas censé contrer, il est juste là pour taper comme une brute. 2 d'attaque, avec de nouveau une petite astérix, et l'astérix étant que quand Shark Girl va attaquer un ennemi qui a un upgrade, une amélioration attachée, va gagner plus 1 d'attaque par amélioration. Dans l'optique de rusher avec Iceman, ça me paraît costaud, mais pas que. Mais pas que. Je pense que jouer avec Cyclope, qui, hein, je montre une de ses cartes attachement ici, qu'il adore placer pour pas uniquement amoindrir les compétences des ennemis, mais également augmenter par exemple les dégâts qu'on fait, ou rappelez-vous la carte qui permet quand on vainc à l'ennemi de piocher des cartes, eh bien clairement c'est le genre d'upgrade qui vont comboter à crever avec ce type d'allié. Donc je pense que déjà elle a le trait X-Men, donc dans n'importe quel deck Cyclope d'office elle rentre, parce que pour un coup de 2, au pire avoir une attaque à 2 au pire, et ensuite faire une défense, déjà de base, c'est costaud. Donc dans tous les decks Cyclope, elle rentre. Les decks Valkyrie, je pense qu'elle va y trouver sa place aussi pour amoindrir les ennemis les plus costauds et permettre à Valkyrie de terminer le taf sur lequel elle aura placé l'aura de la mort et pouvoir ensuite se redresser et faire comboter tous ses effets. Donc de nouveau, why not? Et bien évidemment avec Iceman qui lui s'amuse à mettre du debuff à tir larigot, il peut en mettre jusqu'à 6 partout, mais pas que, parce qu'il y a aussi, rappelons-nous, la carte ici, Frozen Solid. Donc potentiellement il peut y avoir jusqu'à 8 cartes de debuff sur les alliés rien qu'avec son set. Pas sur les alliés, pardon, sur les ennemis rien qu'avec son set, donc c'est intéressant. Alors, carte suivante, feu de suppression, j'imagine, Suppressing Fire, un attachement, je dis toujours attachement, mais c'est pas ça, une amélioration que l'on peut attacher sur les ennemis qui coûte 0,
maximum 1 par sbire, c'est pas sur un ennemi, c'est sur un sbire. Interruption de héros, quand vous attaquez et vainquez le sbire qui est attaché, soignez 2 points de vie de votre héros. Alors de nouveau, il y a à boire et à manger. Pourquoi? Parce que le you, dans ce cas-ci, c'est encore et toujours considéré comme étant votre héros, puisque votre héros est capable d'attaquer, c'est donc lui qui doit faire l'action. Quand on veut définir qui est le you, qui est le vous, donc ici c'est lui qui doit attaquer. Déjà, c'est pas une basic attaque, donc ça peut être un événement d'attaque aussi. Ça peut être une amélioration, puisque les améliorations sont considérées comme étant faites par le héros. Par contre, ça ne peut pas être, par exemple, un soutien qui va faire du dégât, ou encore un allié. Donc ça, c'est déjà un petit bémol. Ensuite, donc, ce n'est que sur un sbire, mais en même temps, la plupart du temps, quand on a ça, on a envie de tuer assez vite pour récupérer les points de vie. Donc dans un archétype où on fait du dégât avec du... je tombe plus sur le mot, mais du déversement, je tombe plus sur le mot exact, mais en gros qui va permettre de reporter le surplus de dégâts sur justement l'ennemi, le vilain, le méchant. Ça peut rentrer dans l'archétype, pourquoi pas. Déjà ça coûte 0, ça permet de rester en héros en récupérant des points de vie. Est-ce que c'est meilleur ou pas que l'événement qui coûte 0 et qui permet de récupérer autant de points de vie que de dégâts excédentaires qui ont été faits? Ça dépendra sûrement du build, à voir. En tout cas, pourquoi pas. Le Surprise Move, mouvement surprise, événement qui coûte 1, qui a le trait tactique. Tiens, j'ai pas vérifié, est-ce que les autres cartes avaient... Ah oui, le trait tactique également. Donc de nouveau, on voit que pour l'instant, on a 3 cartes qui rentrent plus que sauvagement, j'ai envie de dire, dans un cyclope. On a presque l'impression que ça aurait pu être son deck préconstruit à lui. Alors, mouvement surprise, interruption de héros. Quand vous faites une attaque ici de base, donc c'est restrictif, contre un ennemi, donc cette fois c'est un ennemi, c'est un peu moins restrictif que la carte précédente, mais par contre contre un ennemi qui a une amélioration attachée, donc déjà les deux éventuellement ne combotent pas si on veut s'occuper du méchant, mais bon soit, vous gagnez plus de d'attaque pour cette attaque. Si cette attaque bat l'ennemi, redressez votre héros. Là j'ai envie de dire que de nouveau dans un archétype, je tombe toujours pas sur le mot, mais vous avez compris le mot, de dégâts excédentaires, eh bien pourquoi pas. Ça permet de faire du dégât en plus, de vaincre l'ennemi, de se redresser. Si l'ennemi est un sbire et que l'attachement qu'on lui a mis, c'est justement l'attachement précédent qu'on a vu qui va vous permettre de récupérer des points de vie, eh bien c'est du bonus. Si c'est un des attachements par exemple de Cyclope qui permet de piocher des cartes ou de faire encore plus de dégâts, eh bien pourquoi pas. Pourquoi pas. À mon avis, ça c'est vraiment dans un build encore plus spécifique que le Suppressing Fire, mais ça s'envisage, selon moi évidemment. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Looking for Trouble. Qu'est-ce que vous pensez de ma voix? Bah, je la trouve trouble. Oui, pardon. Donc, un événement qui coûte... Ah bah, on la connaît en fait, l'événement qui coûte 0, qui permet d'aller rechercher un sbire en défaussant des cartes. Et si on trouve un sbire, parce que si on arrive à la fin du deck du vilain, donc sans avoir trouvé de sbire, on n'aura pas payé le coup, donc on ne pourra pas retirer 3 menaces de la manigance principale uniquement. Donc, carte qui était, je trouve, très bonne à sa sortie et qui est devenue un peu trop restrictive finalement, parce que être obligé d'aller rechercher un sbire, défausser probablement énormément de cartes, et ensuite ne retirer que de la manigance principale, ça fait quand même beaucoup de conditions, même si certes c'est un événement de l'aspect agression qui n'est vraiment pas spécialisé en contre et qu'elle coûte 0, bon ça fait quand même beaucoup de conditions pour que ce soit efficace. Alors, une manigance annexe 2 joueurs de plus, donc déjà un nouveau cycle, une nouvelle carte qui apparaît, eh bien j'imagine qu'on va de nouveau avoir droit à une carte de chaque aspect en plus, et comme j'adore ces cartes là, je trouve que c'est une mécanique qui est vraiment très sympa, pourquoi pas, et comme en plus j'adore le nouveau personnage
de Cable. Bah voilà, c'est que du bonus. En plus, ça ne coûte que 2. Donc j'ai envie de dire qu'avec lui, rien que pour ça, la vider pour 2, aller rechercher une carte qui finalement va remplacer la carte qu'on vient de jouer, puisqu'on n'est pas obligé de jouer la carte d'attaque qu'on a été chercher, donc pourquoi pas. Mais avec n'importe quel héros qui a envie de nouveau de faire du rush, ou sur une table qui a envie de faire un finish move, chaque joueur peut aller rechercher une carte dans sa pile de défausse ou dans son deck d'attaque, d'événements d'attaque, la rajoute à sa main, ensuite mélange évidemment comme d'habitude, et ensuite pendant cette phase, chaque carte d'attaque va causer un dégât additionnel. Donc déjà toutes les cartes qui ont plusieurs instances toutes les cartes attaques qui ont plusieurs instances de dégâts, comme les nouvelles cartes de Psylocke qui vont faire X fois 2 de dégâts par rapport au nombre de quoi encore, de Katana Psy en jeu, ou la carte de Gambit qui va faire plusieurs instances de dégâts en fonction des charges qu'il dépense. On en a beaucoup comme ça, je vais pas toutes les énumérer, mais déjà là, coucou, hein, j'ai envie de dire. Déjà ça pique. Et ensuite, admettons que cette carte soit placée et qu'ensuite le premier joueur la fasse sauter. On va se retrouver avec tous une carte d'attaque, ok, et on va pouvoir toutes les jouer à notre tour et avoir le bonus de dommages additionnels. Donc potentiellement cette carte va faire minimum 4 de plus, 4 dégâts, donc payer 0 pour la mettre en jeu, la contrer et faire 4 dégâts de plus au minimum, en soi c'est déjà costaud. Ça c'est en multijoueur. Bon, évidemment, pas perdre de vue qu'en multijoueur, ça coûtera pas que 2, ça coûtera 8. Mais bon, ça reste hyper intéressant, je trouve. Et avec les attaques, les finishing moves là, de soit Cyclope, qui va pouvoir lâcher son gros blast à je sais pas combien de dégâts, c'est 11 de dégâts, mais qui du coup va avoir des bonus, ou tout simplement Cable, qui va faire des dégâts par rapport au nombre de manigances annexes de joueurs dans la pile de victoire. Ouais, ça c'est vraiment une carte avec lui, on ne la joue pas jusqu'à ce qu'on soit bien en place, qu'on ait déjà mis plein de cartes dans la pile de victoire, et puis une fois que c'est le cas et qu'on la pioche, on la joue, on la vide, on va chercher la carte et on finish le vilain en une action d'attaque. Donc coucou. Alors, dernière carte qui a été dévoilée par rapport aux cartes de joueurs, et donc d'aspect ici agression. Le Take That prend ça, un coup de 3 pour un événement d'attaque. Donc, de nouveau, on va avoir droit au réducteur de coups, comme ici, hein, prouesse martiale, pourquoi pas. Action de héros attaque, donc carte qu'on peut aller rechercher éventuellement avec la précédente qu'on vient de regarder. Keep up de pressure, maintenez la pression. Infliger 7 de dégâts à un ennemi qui a une amélioration attachée. Bon, bah, ce n'est pas sans rappeler la carte d'attaque du set de Valkyrie. Si ce n'est qu'ici, on ne peut pas lui donner débordement, si je me souviens bien du terme. Vous me mettrez dans les commentaires si c'était ça. De toute façon, j'irai vérifier, mais bon, voilà. On fait ça à chaud ici, hein, pas à froid, donc malgré que c'est Iceman, voilà, il y a parfois des termes qu'on ne retrouve pas tout de suite. Bon, bah, qu'est-ce que j'en pense de cette carte? 3 pour 7, c'est meilleur que la carte Uppercut de base, hein, qui faisait 3 pour 5. Donc au niveau de la curve de coup, on n'est pas du 3 pour 8 comme les attaques de Spider-Man. Mais enfin, ça reste bon, je trouve. Par contre, la condition qu'il y ait un attachement, une amélioration attachée, bon, bah, ça restreint quand même beaucoup plus déjà l'utilité. J'ai l'impression que ce sera surtout utile pour les sbires qui ont pas mal de points de vie, sur lesquels on va mettre une amélioration qui, eh bien, une fois le sbire vaincu, va nous donner un bonus. Donc j'imagine franchement bien cette carte-là dans le set de nouveau, enfin pour Cyclope. Fatalement, je pense que ça rentre quand même très bien aussi pour se débarrasser des grosses sbires dans Iceman. Et bah, Valkyrie, est-ce qu'elle va l'aimer ou pas? Pas sûr, parce que finalement, allez, ça permettrait d'augmenter de 3 instances le nombre de cartes qui pour 3 font 7 de dégâts dans son set.
Et elle a quand même une facilité certaine pour aller mettre une amélioration attachée donc sur les ennemis via son aura de la mort, donc pourquoi pas. Mais vu que ça ne... Enfin, à mon avis, ce sera de l'overmore avec elle. Donc, enfin, à voir, à tester. À tester. En tout cas, chose sûre et certaine, c'est que toutes ces cartes m'ont l'air de bien comboter entre elles. On va rechercher du sbire, on va récupérer des points de vie avec les dégâts faits sur le sbire. On peut amoindrir les points de vie du sbire avant de le finir avec notre héros pour récupérer des points de vie, ou tout simplement avec elle aller attaquer l'ennemi. Donc voilà, sur lequel on pourra, grâce à Iceman, aller faire du 7 de dégâts, vu qu'on lui aura mis des debuffs plutôt. Je pense que dans le set d'Iceman, tout ça, si on le joue en rush, ça va être pas mal. Alors Sauron, je vais y revenir après, mais justement, comment jouer ce personnage? Eh bien déjà, avec son set préconstruit, à mon avis, en solo, ce sera clairement du rush, puisque comme je l'ai expliqué, 2 d'attaque, on diminue la force du vilain, de l'ennemi. Ensuite, on peut jouer des attaques arctiques pour lui faire des 6 de dégâts pour 2, ce qui est vraiment au-delà de la curve habituelle. On pourra jouer pour pas grand chose des alliés Snowclone qui vont faire 2 de dégâts sans perdre de points de vie à cause des dégâts consécutifs. Donc ça peut aller très très vite pour vraiment diminuer les points de vie du vilain. On retrouve finalement la même chose avec Chargirl qui va fonctionner un peu comme les Snowclones pour diminuer très vite les points de vie du vilain, donc jusque là pourquoi pas. Et ensuite on a un set de cartes qui est quand même assez sympathique pour finalement ne pas perdre trop de points de vie. Donc déjà rien que les Snowclones, quand le nombre de points de vie commence à se faire ressentir, on bloque avec eux, c'est pas grave, on pourra les recycler dans notre deck. Idéalement, si vraiment on en a besoin en cas de plusieurs attaques d'affilée, on sait qu'on a d'office une défense de 3, plus tous les frostbites qui vont être placés. Donc on diminue très fort le nombre de points de vie qu'on va perdre. On fait du dégât assez rapidement au moyen de ces cartes-ci, donc Snowclone, Chargirl, Arctic Attack. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher le win quand même assez vite en, je dirais, 3-4 tours. J'ai l'impression que c'est faisable. Si on joue en multi par contre, fatalement aller faire du rush sur le vilain, bah, ça se fait aussi, mais ça se fera moins vite, il aura beaucoup plus de points de vie. Et à partir de là, je pense qu'on a beaucoup de possibilités avec les Frozen Solid, les Ice Wall, les Ice Blast, pour vraiment permettre à nos amis et à nous-mêmes de survivre plus longtemps, tout en creusant quand même petit à petit des dégâts, peut-être moins vite, mais quand même pas mal malgré tout. Bon voilà, en multi, ça m'a l'air moins fort qu'en solo pour le deck préconstruit. Par contre, ça va contrer un de ces gros problèmes qui est qu'au niveau contre, ici, de nouveau, on a un héros qui clairement va pas contrer du tout. Donc si on est bloqué par une manigance annexe, comme ça a été le cas avec Hulk, comme ça a été le cas avec Valkyrie, comme c'est un petit peu le cas aussi avec Thor à sa sortie, bon bah là clairement ce sont des héros qui tapent comme des bourrins, mais par contre s'il y a une manigance qui nous bloque et qui empêche par exemple de faire des dégâts comme c'est le cas avec au vilain, comme c'est le cas avec Magneto lors de sa mise en place, si je me rappelle bien, eh bien voilà, là on va être bloqué. Alors qu'est-ce que j'imagine d'autre comme aspect avec un personnage de ce type-là? Eh bien avec sa défense de 2, mais qui est presque une défense native de 3, puisque quand il défend automatiquement, c'est comme s'il défendait à 3. Vu que le vilain va avoir un... Enfin le vilain, ou même le sbire, va avoir un -1, je le verrais bien dans une défense parfaite. On augmente encore sa défense. Donc en gros, c'est comme s'il y avait une défense de 3. Sauf que, avec l'avantage de cette carte-ci, Cryokinetic Perception, c'est qu'on va éventuellement pouvoir piocher une carte en plus. Et ce, même si on a pris des dégâts finalement, on va pouvoir au bout d'un moment le redresser. Donc on est vraiment dans l'archétype défense parfaite où on va vouloir défendre, se redresser, probablement redéfendre, se redresser à nouveau avec les cartes de défense classiques, comme Ever Vigilant, hein, d'où le fait que avoir l'aérien dans ce cas-ci pourrait être intéressant. Le plus 1 en déficit, la veste qu'on pourrait lui mettre aussi,
puisqu'on jouerait en protection, et en plus, toutes les cartes assez intéressantes aussi, comme Nightcrawler, qui fait que quand un X-Men prend des dégâts, on peut jouer son effet pour prévenir justement les dégâts. Les Polaris aussi, qui quand elle arrive en jeu met un statut, mais uniquement sur un X-Men. Bon ben voilà, ce sont tous des alliés qui dans cette défense parfaite pourraient éventuellement venir aider. Bon, vous allez me dire, il faut défendre fatalement, donc quelque part on perd un peu les avantages, mais bon, ça reste intéressant pour se sauver au cas où. Donc voilà. Alors, autre chose qui paraît élémentaire aussi, mais ça c'est, j'ai envie de dire, un peu avec tous les héros, il est nul en contre. Eh bien, pourquoi ne pas le jouer, surtout en solo, en justice? Et alors, on remarque quand même bien que on va aimer mettre un maximum de Frostbite, notamment sur le vilain. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on va repasser en alter ego, on va pouvoir remélanger un maximum des cartes Ice, donc parmi les plus fortes, dans notre deck, fatalement avec une possibilité de les repiocher par la suite beaucoup plus grande, fatalement avec l'opportunité d'en piocher encore plus avec ceci, et surtout de se redresser. Donc les fins de tour de rotation de deck vont être assez costaud avec lui. Une fois en place, il va vraiment gagner en puissance une fois qu'on arrive vers la moitié de son deck qui a été pioché. Donc ça va être le moment vraiment d'y aller, d'en profiter un max. Et du coup, si on empêche le vilain de s'activer, eh bien pendant un ou deux tours, on va l'attaquer, stacker un maximum de Frostbite sur lui. Du coup, quand on repasse en Bobby Drake, on va en piocher un maximum, enfin pas en piocher, mais en remettre un maximum dans notre deck. Et en plus, l'activation va être faiblarde quand il va enfin avoir son activation de contre. Du coup, on sera repassé en alter ego, eh bien, il va contrer probablement à -4, -5 peut-être, si on a vraiment pu le gêner un maximum de tours au niveau de ses activations. Donc voilà, pourquoi pas. Le Frozen Solid va nous aider à faire ça. En justice, la nouvelle carte qui permet d'attaquer, enfin qui permet après une attaque de base qu'on avait avec Psylocke de confuse, désorienter le vilain, va évidemment nous aider quand on repasse en alter ego, mais surtout, quand on en joue un deuxième, va en plus de le confuse, de le désorienter, peut en plus le sonner. Et il y a quelques autres cartes qui permettent éventuellement de sonner aussi, donc si on arrive à le sonner régulièrement, on va ne jamais prendre d'attaque, on va à chaque fois l'attaquer, lui prendre ses points de vie, lui mettre des frostbite, et quand on repasse, comme j'ai déjà dit 3 fois, en alter ego, eh bien, le cycle des cartes remélangées, et qui, enfin voilà, vous avez compris le principe. Donc je pense que là, il y a un petit archétype en justice, plus le fait que comme il est mauvais de base en contre, on aura des cartes de contre en plus dans son set qui permettront de se débarrasser principalement du coup des manigances annexes qui nous bloquent. Le dernier archétype dont je n'ai pas parlé, mais je ne sais pas si c'est vraiment utile, c'est l'archétype fatalement de commandement, qui est, je crois, le plus adaptatif à tout style de jeu, à tout, enfin voilà, c'est de base, si ce n'est que le Snowclone ne peut pas avoir on ne peut pas jouer Voltron ici, ou alors avec encore d'autres alliés qu'on jouerait fatalement dans notre pool de cartes du coup commandement. Ce qui est très fonctionnel aussi, hein. Les X-Men ont vraiment un pool phénoménal de ce côté-là, donc pas de souci, mais bon, vu que ici on ne peut pas attacher d'amélioration sur le Snowclone, c'est peut-être pas ce que je jouerai en premier. Par contre, une carte qui serait assez fun à utiliser, maintenant que j'y pense, c'est la carte de Mirage, l'allié qui, quand elle rentre en jeu, peut stun un ennemi qui aurait une capacité de manigance inférieure à son contre. Bon bah là, fatalement, avec toutes les possibilités de récursion d'alliés pour aller la rechercher, la rejouer régulièrement, et le fait qu'on va mettre des frostbites sur l'ennemi assez régulièrement, donc diminuer justement sa capacité de manigance. Voilà, on va pouvoir la jouer régulièrement. Du coup, on va pouvoir faire une sorte de stun lock où on va bloquer le vilain, l'ennemi en
en sonner tout du long. Pour que finalement, une des rares fois où on n'arrive pas à le sonner, eh ben, on repasse en alter ego. Il va avoir une quantité phénoménale de frostbite sur lui, donc il contrera à presque rien. Nous, on aura remélangé plein de cartes. Et malgré tout, on aura encore des possibilités de récursion de X-Men pour rejouer. D'ailleurs, il faudrait que j'aille vérifier. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Tiens, ça peut être fun. Pom pom pom. On va aller voir dans les cartes. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'une des nouvelles cartes qui permet de rejouer régulièrement un allié. Attendez que je dise pas de bêtises. En leadership. Hop. Que voici. Voilà, je perds un peu de temps pour aller vérifier ça avec vous, mais j'ai bien vu. Donc déjà les cartes de récursion comme Make the Call, hyper connu, hyper classique, mais tellement efficace que voilà, pourquoi pas. Donc là on est dans les bon, cette carte là, hein, donc je parlais du fait qu'on ne peut pas attacher sur le Snow Clone d'attachement. Par contre les soutiens comme le Team Training qui vont donner un point de vie en plus, ça fonctionne. Éventuellement les Ready for Action ça fonctionne aussi, donc pourquoi pas. Bon, c'est pas ça que je voulais voir. Ce que je voulais voir, c'était... Bref, je crois que c'est plus dans les cartes toutes récentes, évidemment, qu'on va aller tout en bas. Voilà, donc déjà Mirage, hein, dont je parlais. Hop. Capacité de contre de 2. Donc, tout ennemi que l'on veut stun avec sa compétence doit avoir moins que 2. Donc, doit avoir logiquement 1. Très souvent, les ennemis, les vilains ont maximum 2. Donc si on leur met un Frostbite via une attaque, poum, il tombe à 1 et ça fonctionne. Donc statistiquement, la plupart du temps, ça fonctionnera. Et c'est quand elle rentre en jeu, c'est pas quand on l'ajoute sa main. Donc ça déjà, c'est une des choses que je voulais vérifier, ça c'est costaud. Et du coup, il me semble qu'il y a une nouvelle carte. Maintenant, c'est peut-être en protection. Ah zut, je crois que c'est en protection. La carte qui permet de rejouer... Ok, j'ai rien dit, ça ne fonctionnera pas. La carte à laquelle je pensais... Et dont j'ai oublié le nom, c'est embêtant quand on retient pas les noms, évidemment. Bon, puisque je suis parti dans le trip d'aller vérifier, on va vérifier jusqu'au bout. Comme ça, vous voyez que mon cerveau tordu avait peut-être un début de bonne idée, mais que malheureusement, c'est pas concrétisable. Pom 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 pom. Donc la carte dont je parlais tantôt, le taunt. Le vilain vous attaque. Personne d'autre ne peut défendre et vous piochez 3 cartes. Eh bien avec le Frozen Solid et le Team Building Exercise, eh bien vous pouvez le jouer avant que lui ne joue cet événement, que votre joueur alien joue cet événement. Comme ça vous savez qu'il va juste payer 1 pour piocher 3 cartes. Maintenant dans l'absolu ça veut dire 2 cartes qu'on dépense pour en piocher 3. Je ne suis pas aussi convaincu que cette carte soit merveilleuse, mais enfin bon voilà. Eh bien ce n'est pas ici non plus. Embêtant. Ça m'embête. Du coup je ne sais pas où elle est. Enfin tant pis. Hop. C'était une petite parenthèse. Si vous êtes encore toujours là après ça, c'est vraiment que vous êtes des fans et je vous en remercie. C'est très courageux de votre part. Maintenant, on va vite aller voir les cartes de Sauron. Pourquoi je fais ça comme ça alors qu'il y avait Voilà, je fais du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc voilà, Iceman, on descend et on arrive aux cartes de Sauron. Donc ça, c'est bien un set de manigance annexe, jouable pour agrémenter n'importe quel set de vilains. Donc Sauron, qui est un sbire, 2 de manigance, 2 d'attaque, 6 points de vie, fait partie des Brotherhood of Mutants. Quand il est révélé, cherchez
Dans le deck de rencontre ou la pile de défausse, le drain de vie, life drain, l'attachement drain de vie, et révélez-le. Et si jamais vous le piochez en boost, vous soignez 3 dégâts de l'ennemi qui s'active et vous lui donnez une carte de statut tenace. On voit également que c'est la première carte sur 6 et donc il n'y a pas de boost, il y a juste un effet de boost qui est costaud quand même. Alors, du coup, on va aller regarder le Life Drain, que voici. Une carte de super pouvoir, un attachement, qui va booster l'attaque avec un effet. Donc, attaché au sbire avec le plus de points de vie imprimé. Il s'active contre vous, donc, ok, déjà ça pique. Si aucun sbire n'est activé de cette façon, donc autrement dit, si on n'a pas su attacher la carte à quelqu'un, cette carte gagne Surge, renfort, donc on devra en piocher une nouvelle, soit. Donc 2 icônes debout sur cette carte-ci. Et alors un effet, donc lors de l'attaque, interruption forcée, quand l'ennemi vous attaque, quand l'ennemi attaché vous attaque, vous prenez 2 points de dégâts et vous donnez à l'ennemi une carte de statut tenace. C'est un petit peu méchant, parce qu'admettons que Sauron rentre en jeu, et que c'est lui qui a le plus de points de vie, ce qui est fort vraisemblable, vu qu'il en a 6. On va aller chercher cette carte, on va le lui attacher, il va s'activer, donc le coco, il va gagner en quelque sorte attaque rapide, et ensuite, après vous avoir attaqué, vous prenez 2 de dégâts. Donc ce n'est pas une attaque, déjà. Donc tout ce qui prévient les dégâts, par exemple, venant d'une attaque, eh ben ça marche pas. Par contre, on peut quand même, ce ne sont pas des dégâts directs, donc on peut éventuellement les rediriger sur un autre sbire. Sur un autre sbire, ça ce serait trop beau, sur un allié. Alors, et puis il y a le statut tenace en plus. Voilà, c'est costaud. Donc en gros, il rentre, c'est un 2-2, 6 points de vie, qui a tenace, attaque rapide, et qui va faire 4 de dégâts. Coucou. Carte suivante, l'œil de Sauron, n'y voyez absolument aucun clin d'œil. Œil de Sauron, clin d'œil, clink clink, à un autre univers possible. Donc une fois révélé, donc c'est une traîtrise, une fois révélée, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck, 3 à la place si Sauron est en jeu. Pour chaque icône de ressources défaussée de cette manière, faites comme suite. Faites les suivantes. Donc une ressource énergie, placez une menace sur la manigance principale. Une ressource mentale, défaussez une carte de votre main. Ça déjà j'aime pas. Une ressource physique, infligez un dégât à votre identité. Donc c'est un peu du dégât direct, puisque c'est précisé à votre identité. Mais bon. Et enfin, ressource libre, qui est vraiment pas cool, inclinez un personnage que vous contrôlez. Bon, et évidemment, tout ça se cumule. Donc c'est pour chaque ressource défaussée. Donc si on je vais y arriver, si on défausse 3 ressources énergie, on va mettre 3 menaces sur la manigance principale. Donc par exemple, si on joue avec Captain Morgan, ça c'est un jeu vidéo qui n'a rien à voir. Si on joue avec Captain Marvel plutôt, voilà, et qu'on défausse une de ses ressources énergie avec 3 icônes, bim, immédiatement, 3 menaces sur la manigance principale. Donc pour elle, ça peut être endgame immédiatement. Si on joue avec notre cher Hulk, on peut se prendre des 3 de dégâts directs de façon assez violente aussi. Bon, donc cette carte-là, elle peut être sale. Et comme manigance annexe, nous avons Sauron vie. Alors, donc elle arrive avec 3 menaces. Une fois, elle a une icône de crise, et une fois défaite, une fois vaincue, le joueur qui a vaincu cette manigance cherche dans le deck de rencontre après, ou la pile de défausse après Sauron, et se le donne comme carte de rencontre
face cachée. Donc en gros, ce sera pour notre prochaine phase de révélation des cartes de rencontre. Donc au moins, on sait qu'il arrive. Parce que bon, un vilain, un sbire, qui en gros va faire 4 de dégâts en rapide quand il arrive, on est content de le savoir quand même. Ok. Et ce rond qu'on a déjà eu. Eh bien voilà, ça clôture toutes les cartes qui ont été révélées pour ce nouveau héros qui arrivera donc en mai 2024. Iceman alias Bobby Drake qui arrive avec son aspect donc agression qui selon moi se jouera en rush et qui donc se joue fatalement beaucoup avec un nouvel archétype en fait, hein. Enfin un archétype qui avait déjà été visité par Cyclope mais qui avait un côté plus pour booster la table, donner des directives aux joueurs de la table et voilà, ici c'est vraiment plus un petit côté solo j'ai envie de dire, qui joue sur les améliorations qui vont embêter le vilain, les ennemis. Voilà. Eh bien, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce baptême du feu avec Iceman. En ce qui concerne du coup la chaîne de la saga des jeux, c'est la première fois qu'on fait une preview. J'avoue que j'ai adoré réfléchir à voix haute à toutes les possibilités. Évidemment, quand on fait ça comme ça à brûle pour point, fatalement, on peut se brûler un peu les ailes aussi en racontant des conneries. Donc ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez, si vous êtes en accord avec ce que je dis ou pas du tout, ou donnez-moi plein de bonnes idées pour les futurs decks que je vais construire et jouer sur la chaîne avec mon ami Lio, à qui je fais un clin d'œil et à qui je dis merci de me permettre de faire ça et de m'incruster sur sa chaîne. Donc voilà, merci à tous, je vous souhaite beaucoup d'amusement encore avec ce jeu et à très bientôt.